vais commencer à vous raconter mon histoire personnelle. Voilà. Mes parents étaient d'origine polonaise. Nous avons immigré en France en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme et le mauvais traitement qu'il y avait dans ce pays. Et surtout, nous avions aussi une partie de notre famille qui avait déjà immigré au début du XXe siècle, en nous disant que la France était le pays de la liberté, de la démocratie, qu'on avait tous les droits. Enfin, c'était tout le contraire de ce que nous subissions dans notre pays d'origine. Nous nous sommes donc installés dans un quartier très populaire à Paris, à Belleville, dans le 20e arrondissement. Alors évidemment, vous savez, tous ces émigrés qui arrivent en France avec très peu de moyens financiers aboutissent toujours dans ces quartiers populaires où les logements sont très insalubres et pas chers. Nous sommes donc installés dans ce quartier qui s'appelle le Passage Ronce, qui mesurait 200 mètres de long sur 4 mètres de large, et nous vivions à 8 dans 2 pièces cuisine. Vous voyez la promiscuité que nous avions pour essayer de vivre à peu près convenablement. Bon, je peux dire que moi, à partir de l'âge de 3 ans, puisque je suis arrivé en France, j'avais à peine 2 ans, j'ai pratiquement passé toute mon enfance dans la rue. De toute façon, ça a été formidable parce que tous les enfants du quartier, on vivait de la même manière, du fait qu'on n'avait pas de place. Et ben, on vivait dans la rue. Et croyez-moi, quand on a commencé très très jeune à vivre dans la rue, on apprend très vite. Alors déjà, il y avait le problème, c'est qu'en 1930, il y avait déjà une grande crise économique mondiale, évidemment, qui est arrivée. Il y avait du chômage, évidemment, pas de travail. Alors la chance que j'avais des frères qui étaient quand même plus âgés que moi, et qui, chacun à leur tour, arrivaient à trouver des petits boulots pour amener le quoi subsister à la maison. Alors évidemment, le problème se posait, c'est que dans ces 2 pièces cuisine, évidemment, il y avait la table, avec les machines à coudre, les fers à repasser, enfin tout ce qu'il fallait pour travailler. Et bien nous, quand je commençais à aller à l'école, pour faire nos devoirs, on faisait ça sur le palier, avec les cahiers sur les genoux. Vous voyez, quand on veut apprendre, on trouve toujours une solution. Enfin, disons que moi, de mon enfance, j'ai gardé un souvenir extraordinaire, parce qu'il y avait tellement une très forte solidarité, parce que tous les étrangers, enfin tous les émigrés qui arrivaient de l'Europe entière, on avait, comment dirais-je, une cohabitation extraordinaire. Il y avait toutes les races, toutes les religions, il y avait de personnes tout à fait différentes. Quand il y avait des fêtes chez les uns, on y allait. Quand il y avait des fêtes chez les autres, enfin, il y avait une solidarité extraordinaire entre tous ces gens qui venaient d'ailleurs et qui habitaient dans ce quartier. Alors, au fur et à mesure, il y avait évidemment des événements qui se produisaient. Notre vie a commencé quand même un peu à s'améliorer. Et on est arrivé comme ça jusqu'en 1936, où là, un de mes frères avait demandé sa nationalité française qu'il a obtenue, et il est parti au service militaire en 1937. Donc à l'époque, le service militaire était de 2 ans. Donc de 37 à 39, évidemment, il était dans l'armée. Et malheureusement, la guerre s'est déclarée en septembre 1939 et il n'a pas été démobilisé. Alors évidemment, on a évacué les écoles de Paris en disant que Paris allait être bombardé. Vous savez, à l'époque, Paris s'arrêtait aux portes de Paris et de l'autre côté, c'était la zone. Vous voyez, les banlieues environnantes, c'était la campagne. Alors on a évacué les écoles pendant 1 mois. Et puis finalement, comme il ne se passait pas grand-chose, on nous a ramenés à la maison. Donc c'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Entre 39 et 40, il ne se passait pratiquement rien. Puis même si effectivement il se passait des événements à la frontière, devant les enfants, les parents n'en parlaient pas. Moi, en 39, j'avais 11 ans. Alors, vous savez, on vivait notre vie tranquille dans la rue, avec toute cette petite bande de copains, vous savez. On était assez inoffensifs, hein. C'est pas les petites bandes de maintenant. Hein.
Et puis, on est arrivé comme ça péniblement jusqu'en donc à la fin de ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et là, arrivé en mai 1940, les Allemands ont décidé de faire leur grande offensive. Donc, ils ont contourné la frontière française, et ils ont envahi la Belgique, qui était un pays neutre. Alors là, évidemment, quand la population belge a vu arriver ces gens qui arrivaient avec des charrettes remplies avec des enfants, enfin, ça a été une catastrophe. Évidemment, tous ces gens sont arrivés sur les routes françaises. Et là, il y a eu l'exode. Alors, entre-temps, évidemment, l'armée française, qui à l'époque, soi-disant, était réputée pour être une des plus fortes d'Europe, a fini par finir aussi en débandade, abandonnée par leurs officiers, par le gouvernement. Enfin, finalement, ils se sont trouvés vraiment livrés à eux-mêmes. Vous aviez une partie qui ont été faits prisonniers par les Allemands, il y a eu plus d'1 million de militaires français qui ont été faits prisonniers. Et mon frère, qui était à la frontière luxembourgeoise, a réussi avec une dizaine de son régiment à suivre les réfugiés qui se traînaient sur les routes de France. Donc ils sont arrivés avec pas mal de péripéties à arriver jusqu'à Pau, presque à la frontière espagnole. Et là, évidemment, au fur et à mesure que les Allemands arrivaient, rentraient en France, la première chose qu'ils ont faite, c'est de récupérer l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdues pendant la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, ça a été réincorporé au Reich allemand. Le nord de la France est devenu zone interdite et a été rattaché au Reich allemand qui se trouvait à Bruxelles. Donc vous aviez déjà ces deux départements qui n'appartenaient plus à la France. Ensuite, évidemment, arrivé presque en juin 1940, Mussolini a fini par déclarer la guerre à la France alors qu'elle était pratiquement terminée. Alors lui, il a occupé la Haute-Savoie, la Savoie et une partie de la côte jusqu'à Menton. Vous voyez, la France était déjà découpée en pas mal de morceaux. Alors évidemment, au fur et à mesure de l'arrivée des Allemands, le maréchal Pétain est arrivé, et là, il a demandé l'armistice. Évidemment, quand on demande l'armistice, la guerre s'arrête. Alors, l'armistice, ça fait que les Allemands ont occupé donc tout le nord de la France, toute la façade atlantique qui allait du nord jusqu'à la frontière espagnole. Et là, ils se sont arrêtés au bord de la Loire. Voilà. Ils ont installé ce qu'on a appelé la ligne de démarcation, c'est-à-dire que la France était coupée en... ce qui restait était coupé en deux. Vous aviez la zone occupée et la zone libre. Je dirais plutôt la zone sud. Enfin, c'était plutôt la zone sud que la zone libre. Parce que je veux vous dire qu'à partir de 1933, tous les réfugiés allemands et autrichiens qui avaient fui le régime d'Hitler venaient se réfugier en France. Et alors là, évidemment, ils venaient dans les quartiers nous raconter ce qui se passait dans leur pays, les pogroms, enfin, brûler les synagogues, brûler les livres, ils nous racontaient tout ça. On les écoutait, on n'arrivait pas à y croire, on disait c'est pas possible, ils exagèrent, ça n'a pas pu se passer comme ça. Vous voyez, on avait du mal à imaginer que ça pouvait arriver. Alors évidemment, tous ces Allemands et Autrichiens qui se sont réfugiés en France, quand il y a eu la déclaration de la guerre, eh bien, ils ont été considérés comme ennemis, ils étaient allemands. Alors ils ont été internés dans des camps qui avaient ouvert du côté de Perpignan, dans le camp de Rivesaltes. Et finalement, Pétain a fini par s'installer dans la partie sud de la France. Et là, au moment où il avait demandé l'armistice, il avait également demandé à ce que la police française soit indépendante de la police allemande. C'était que les Allemands donnaient les ordres, et le sale boulot était effectué par la police française. Évidemment, on nous a reproché, quand il y a eu le statut des Juifs, on nous a reproché de
d'avoir obéi aux ordres qu'on nous donnait. Et vous savez, quand on est arrivé en France, la police française à l'époque était une police de proximité. Ils habitaient dans les quartiers. Quand on allait à l'école, ils nous avaient traversé la rue. Vous voyez, je me souviens encore ma mère me disant, si un jour, comme je traînais toujours dans la rue, si un jour tu te perds, tu prendras un policier, tu t'emmèneras à la maison. Pour voir la confiance qu'on avait dans la police française, et on était surtout très respectueux des lois pour être en règle, pour ne pas avoir d'histoire. Alors finalement, Pétain s'est installé à Vichy, en début juillet 1940, et là, 3 mois, il a commencé par former son gouvernement, qui était un gouvernement évidemment très antisémite et très extrême droite. Et à peine 3 mois après son installation à Vichy, la France qui était quand même démoralisée avec tous ces événements qui s'étaient passés en si peu de temps, et bien lui, son principal souci a été à l'époque, 3 mois après son installation à Vichy, de s'occuper des problèmes des Juifs. Et c'est là qu'il a commencé à sortir ce qu'on a appelé le statut des Juifs. Alors, le statut des Juifs, en premier, comportait qu'il fallait aller dans les commissariats pour se faire recenser, dire où on habitait, le nombre de personnes qui habitaient les appartements. Si on avait, par exemple, une bicyclette ou un poste de radio, il fallait déjà le laisser au commissariat, parce que on n'y avait plus le droit. Et sur les papiers d'identité, ils mettaient un tampon rouge où il y avait marqué Juif dessus. Mais à l'époque de ces premières lois de Vichy, ne concernaient que les Juifs d'origine étrangère. Ça ne concernait pas encore les Juifs français. Alors finalement, évidemment, on a été se faire recenser. Et dans ce recensement, donc après, il y avait donc le couvre-feu à partir de 20h. Pas pour sortir après 20h. Tous les endroits publics étaient interdits, les cinémas, les restaurants, enfin, bon, bien sûr qu'à l'époque on n'avait pas de téléphone, il y avait quand même quelques cabines téléphoniques dans les rues, mais on n'y avait pas accès. Et sur les grilles des jardins d'enfants, pratiquement, il y avait marqué interdit aux juifs et aux chiens. Ensuite, il y avait également, dans les transports en commun, nous n'avions le droit qu'au dernier compartiment. Et il y avait également le problème, c'est-à-dire que comme les Allemands commençaient déjà à bien se servir au point de vue ravitaillement, nous avons accès dans les magasins qu'à partir de 16h. On veut dire qu'il n'y avait déjà pas grand-chose. Et c'est là qu'on a profité de la solidarité de tous ces gens qui habitaient dans ces quartiers populaires, qui eux avaient le droit d'aller faire leurs courses, donc ils essayaient de nous ramener ce qu'ils pouvaient. Et puis nous avions des commerçants qui nous mettaient quand même quelques provisions de côté. Alors on peut dire que pour nous, ça a commencé déjà presque la première survie. Alors moi j'ai continué à aller à l'école, et finalement, vous savez, quand on travaillait bien à l'époque, on avait ce qu'on appelait les maîtresses d'école. Alors quand elles repéraient des élèves qui avaient des possibilités, on peut dire qu'elles nous poussaient à avancer bien au-delà du programme qui était suivi. Donc, quand on travaillait bien, on sautait d'une classe. Et je me suis retrouvé dans la classe du certificat à 12 ans, où j'ai réussi à passer l'écrit. Et en juin 40, comme les Allemands sont rentrés, j'ai pas passé l'autre partie. Alors, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, je viens de remettre mon certificat d'études. Alors évidemment, on a commencé à vivre assez péniblement jusqu'en mai 1941. Et là, en 1941 est sortie une nouvelle loi, ce qu'on a appelé la rafle du billet vert. Alors on a appelé ça une rafle, en réalité une rafle, ça se fait dans la rue, ça se fait dans les appartements. Parce que là, c'est arrivé par correspondance sur un papier vert. Et là, ça concernait 2 de mes frères. Alors, disons que cette rafle du billet vert ne concernait que des hommes de 18 à 50 ans. Alors, je crois qu'il y a eu à peu près 4000 personnes qui ont été convoquées dans des endroits successifs pour se présenter pour affaires de famille. Évidemment, ceux qui ont reçu la convocation
se sont présentés dans les endroits indiqués. Et là, ils avaient ouvert 2 camps d'internement à côté d'Orléans, un qui s'appelait le camp de Pithiviers et l'autre le camp de Bon-la-Rolande. Donc ces 4000 personnes qui se sont présentées ont été tout de suite internées dans ces camps à partir de mai 1941. Donc évidemment, nous, au point de vue adulte, il n'y avait plus beaucoup de personnes dans la maison, puisque mon frère qui était militaire était parti, les 2 autres étaient partis, donc les adultes, il n'y en avait pratiquement plus. Alors à la maison, il restait mes parents, mon père avait 52 ans, ma mère 50 ans, j'avais ma soeur qui avait 16 ans, moi j'avais 14 ans, et j'avais un petit frère de 11 ans. Alors, évidemment, il n'y avait plus personne pour travailler. Alors j'avais trouvé un petit travail dans la rue de Belleville, chez un petite usine qui fabriquait encore des chaussures. Voilà, j'ai commencé à travailler pour ramener quelque chose à la maison. Évidemment, on était quand même un peu aidé aussi par notre famille qui avait pas de possibilités. Enfin, ça devenait de plus en plus difficile. Et puis en plus de ça, pour sortir, à partir comment dirais-je, du recensement, vous aviez la police qui patrouillait dans la rue de Paris et qui demandait les papiers d'identité, indifféremment à n'importe qui. Papiers d'identité, ils étaient en rue, ils passaient. Ceux qui avaient le tampon rouge étaient immédiatement arrêtés. Donc, on est arrivé comme ça jusqu'en 1941. Et alors, il est arrivé une nouvelle loi à ce moment-là. Il fallait de nouveau aller dans les commissariats. Alors là, c'était fin juin 1942. Alors là, fin juin 1942, il y avait un nouvel ordre qui est arrivé, qu'il fallait aller dans les commissariats pour acheter ce qu'on appelle l'étoile jaune. Alors l'étoile jaune, c'est une bande de tissu jaune avec l'étoile de David en noir, et à l'intérieur, il y a écrit juif en noir. Et ceci pour les enfants à partir de 6 ans. Vous pouvez vous imaginer quand il y a eu la rentrée des classes que ça n'a pas pu être très évident pour ces enfants. Et puis, il y a quand même des bruits qui commencent à courir à cette époque-ci en disant bon, il va y avoir des rafles. Vous avez quand même quelques policiers qui avaient du mal à exécuter les ordres qu'on leur donnait et qui venaient prévenir les concierges des immeubles en disant si vous avez des juifs dans les logements, dites-leur de se cacher parce qu'il va y avoir des rafles. Bon, vous savez, les hommes qui ont eu l'information, certains se sont certainement cachés. Dans les appartements, il ne restait plus que les femmes, les enfants et les personnes âgées, en disant bon, on risque rien parce que jusqu'à présent, ils n'avaient arrêté que les hommes. Et là, on est arrivé à cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du Veldiv, le 16 juillet. Alors évidemment, vers 5h30, 6h du matin, dans le passage qui fait 4 mètres de large, vous savez, ça fait du bruit quand vous voyez arriver toute une armada de policiers en courant et qu'on finit par rentrer dans les immeubles. Alors, ils tapaient aux portes en disant préparez un petit bagage, parce que chaque policier avait la fiche de recensement, ils avaient tant de personnes à arrêter. Donc ils ont commencé à taper dans les portes en disant préparez un petit bagage, rassemblez-vous dehors, faites vite, on n'a pas que ça à faire. Au fur et à mesure qu'ils montaient dans les étages, vous avez des femmes qui ne voulaient pas ouvrir, défoncer les portes à coups de matraque pour les faire sortir de force. Enfin, ça a été des hurlements toute la matinée comme ça. Enfin, nous, on ne les voyait pas parce qu'ils étaient dans les étages. Alors, évidemment, on s'est réveillé en sursaut, puis on s'est mis à la fenêtre. Alors, vous savez, 4 mètres de large. Je voyais les immeubles d'en face. Alors là, je veux dire que j'ai assisté à la rafle de ma fenêtre. Alors là, j'ai vu les sommes de l'immeuble d'en face, des personnes âgées sur des civières. Vous avez des femmes qui venaient d'accoucher avec des bébés dans les bras. Malheureusement, dans tous ces quartiers populaires, vous avez des familles nombreuses, avec des enfants.
ça hurlait, vous aviez les policiers qui les bousculaient, enfin ça a été une pagaille épouvantable, et ça a duré pratiquement comme ça toute la matinée. Il y avait des autobus parisiens qui attendaient au coin de la rue pour emmener tous ces gens. Alors vous aviez une partie, je crois que ceux qui étaient célibataires, enfin des femmes qui n'avaient pas d'enfants ou des hommes, ont été envoyés sur les camps de Pithiviers et Pont-la-Rolande. C'est vous dire qu'à partir de juin 1940, tous ces hommes qui avaient été arrêtés à Pithiviers, à Pont-la-Rolande, alors là ils ont commencé à faire des transports, soi-disant pour aller travailler en Allemagne. Parce que chaque fois qu'on parlait de transport, c'était uniquement pour aller dans les camps de travail. Alors les premières déportations ont commencé à partir de juin 1942 du camp de Pithiviers et Pont-la-Rolande. Et mes deux frères sont partis avec le transport parce que chaque transport qui partait devait être d'un minimum de 1000 personnes. Et ils portaient un numéro. Et mes frères, quand ils ont été désignés pour partir travailler, soi-disant dans les camps, leur transport portait déjà le numéro 4. Là, ça c'était en juin 1942. Vous voyez, il y avait déjà 4 transports qui étaient partis en direction, soi-disant des camps de travail, mais qui malheureusement se terminaient à Auschwitz-Birkenau. Et puis alors, au moment de la rafle, toutes les autres personnes ont été envoyées dans ce fameux vélodrome d'hiver qu'ils avaient réquisitionné, qui était un gymnase avec une verrière, il faisait très chaud. Tous ces gens se sont trouvés sur des gradins avec des femmes, des enfants, des personnes âgées. Enfin, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé dans ce gymnase. On a, par miracle, le policier qui avait notre fiche, où il était ailleurs, où il s'était en Vendée, mais enfin il n'est pas venu chez nous. Alors je ne peux pas vous raconter, enfin on a su par la suite comment avait fonctionné ce camp ce gymnase. Finalement, ils ont été évacués, une partie ont été remis dans les baraques de Pithiviers et Pont-la-Rolande, qui avaient été vidées par les premières déportations, et les autres ont été envoyés au camp de Drancy. C'était une part d'HLM qui n'avait pas été terminée du fait de la guerre. Et alors là, il n'y avait pas de cloison, ils avaient fait des dortoirs avec des paillasses par terre. Enfin, donc, une partie de ces gens-là ont été envoyés au camp de Drancy. Et une fois que la rafle était terminée, que les autobus sont partis, le quartier s'est calmé. Ma mère qui était très inquiète parce que nous avions toute notre famille qui habitait dans le même quartier, avait demandé à ma soeur et à moi d'aller voir dans le quartier ce qui était advenu et puis essayer de comprendre pourquoi cette rafle. Donc j'ai quitté ma soeur dans l'après-midi du 16 juillet. Il est parti de son côté. Moi je suis parti du mien parce que le quartier de Belleville était quand même très développé. J'ai fait le tour du quartier. J'ai trouvé personne. Alors, ce jour-là, il y a déjà eu 17 personnes de ma famille qui avaient été arrêtées pendant ce rafle-là. Ils ne sont jamais revenus. Et ensuite, quand je suis revenu, j'ai fait le tour. J'ai dit à ma mère, voilà ce qui s'est passé. Et j'avais ma belle-sœur, mon frère qui était militaire, elle était mariée, elle habitait place de la République au début du boulevard Voltaire. Donc ma mère m'avait dit, toi qui as l'habitude d'être dans la rue, va donc jusqu'à la République voir chez ma belle-sœur s'il y avait eu. Parce que dans notre idée, on pensait que les rafles avaient eu lieu que dans notre quartier. On ne s'imaginait pas que ça avait eu lieu dans différents quartiers de Paris et puis même en banlieue. Alors je suis arrivé chez ma belle-sœur où il y avait la gardienne qui était sur le pas de la porte. Alors elle me dit, t'inquiète pas, ta belle-sœur, elle avait une chambre de bonne au 6e étage, donc elle s'était cachée. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma belle-sœur en pleurs. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'avais un petit neveu qui avait 4 ans et qu'elle avait placé dans un home d'enfants de la Varenne, dans un home d'enfants pour les vacances du mois de juillet. Alors, les directeurs de cet établissement, M. et Mme Zisman, avaient été arrêtés. Donc les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Alors évidemment, je ne sais pas. Je n'ai jamais su à l'époque comment ils avaient reçu l'information qu'il fallait aller récupérer les enfants. Alors, ma belle-sœur ne nous a pas sortir.
Alors elle m'a dit, écoute, toi, on ne te connaît pas dans le quartier. Vous savez, j'avais 14 ans à l'époque. Et il y avait aussi, je voulais un petit internet, ils avaient ouvert une exposition qui s'appelait Le Juif et la France, boulevard des Italiens, jusqu'à l'Opéra, où il y avait une queue énorme. Et là, c'était une exposition de caricatures. Alors, vous voyez, pouvez vous imaginer, quand on les voit d'ailleurs même actuellement, le genre de caricature. Et là, c'était pour la population française, pour qu'ils puissent reconnaître les Juifs dans la rue. Vous voyez, j'habitais avec ma petite cousine qui avait un emploi, on est passé devant, ils nous regardaient, je dis, tu vois, ils ne nous ont pas reconnus. On ne devait pas avoir les faciès qui correspondaient. Alors là, ma belle-sœur me dit, écoute, toi, on ne te connaît pas. Est-ce que tu peux aller, parce qu'il y avait à l'époque un petit train qui partait de la Bastille, qui allait jusqu'à Chenevière. Alors j'ai pris le train, j'ai récupéré mon petit neveu, je l'ai ramené chez ma belle-sœur. Et comme il y avait le couvre-feu à partir de 20h, moi je suis arrivé vers 18h30, enfin presque. Il était pas loin, ma belle-sœur me dit, comme j'avais quand même à 14 ans, j'avais une taille d'adulte, elle me dit, écoute, tu ne vas pas risquer de sortir maintenant, parce que il faut vous dire qu'à partir de 20h, les contrôles de police étaient doublés pour voir si les gens respectaient bien le couvre-feu. Elle m'a dit, n'a qu'à rester dormir ici, comme ça, tu ne risqueras pas de faire arrêter. Donc j'ai passé la nuit avec ma belle-sœur, mon petit neveu. Évidemment, je n'ai pas beaucoup dormi parce que je pensais à mes parents, une gamine de 14 ans qui ne rentre pas dormir, c'était quand même pas courant à l'époque. Alors le lendemain matin, évidemment, je suis parti en vitesse. Et quand je suis arrivé, je suis monté donc à l'étage où on habitait. Et là, il y avait les scellés sur l'appartement. Parce que le policier était revenu. Entre-temps, évidemment, il a arrêté mes parents et mon petit frère. Alors il y a eu le problème aussi avec mon petit frère, parce qu'il ne figurait pas sur la liste pour être arrêté parce qu'il était né en France. Alors il y a une voisine qui avait proposé à ma mère de prendre mon petit frère pour s'en occuper. Mais comme ma mère ne savait pas où on les envoyait, les gens qui étaient arrêtés, elle n'a pas voulu s'en séparer. Un gamin de 11 ans, elle n'a pas voulu s'en séparer. Donc ils ont été envoyés à Drancy directement. Et ils ont été déportés au mois d'août, un mois après, par le convoi 19 déjà. Le nombre de convois qui étaient déjà partis. Alors évidemment, je suis redescendu. Alors quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Donc on ne pouvait pas rentrer. Alors je suis descendu en bas dans la cour, j'ai demandé aux voisins qui étaient là, mais est-ce que ma sœur était avec eux? Elle me dit non, on n'a pas envie ta sœur. Évidemment, j'ai encore fait le tour en me disant, je ne sais pas quel côté elle a pu aller. En définitive, comme il n'y a plus personne de ma famille, j'ai dit, je vais retourner chez ma belle-sœur pour pouvoir s'occuper de moi. Alors je suis arrivé là-bas, elle a gardé mes trucs là, elle me dit, écoute, t'inquiète pas, t'as pas besoin de montrer, ta belle-sœur n'est plus là. Je dis, pourquoi elle a été arrêtée? Elle me dit, non, j'avais mon frère, lui qui était donc à Pau, qui avait réussi, du fait que ma belle-sœur était française et mon petit neveu était français, il avait quand même réussi, je ne sais pas comment, à les faire venir à Pau. Alors arrivé là-bas, mon frère a placé mon petit neveu dans une famille catholique, où le bon petit neveu a été caché pendant toute la guerre. Et ma belle-sœur, elle est partie du côté où il y avait les Italiens, et j'avais pas de problème avec les Juifs, donc elle a été cachée pendant toute la guerre. Alors moi, évidemment, je me suis retrouvé devant la loge de cette personne, puis j'ai commencé à pleurer, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, maintenant, là, je ne sais plus où aller. Vous savez, quand vous vous retrouvez toute seule à 14 ans, dans ces conditions-là, alors cette dame, qui était déjà d'un certain âge, m'a fait rentrer dans sa loge. Et là, il y avait déjà des affiches placardées qui disaient que les personnes qui essayaient de sauver les Juifs risquaient aussi de se faire arrêter. Alors, évidemment, vous aviez à l'époque déjà une partie des gens qui essayaient d'aider, puis d'autres qui dénonçaient, c'était assez dangereux. Et j'ai su par la suite, malheureusement, je n'ai jamais su le nom de cette dame. Elle faisait partie des premiers réseaux communistes qui sévissaient dans Paris. Elle servait de boîte à lettres. Alors évidemment, elle
Elle m'a fait rentrer dans sa loge. Je suis resté à peu près une quinzaine de jours, alors évidemment. À chaque fois que la porte s'ouvrait, j'étais obligé de me cacher derrière un rideau qui cachait un lit. Et vous savez, quand on a une taille normale, c'est pas évident. Hein. Puis au bout d'un certain temps, à peu près 2 semaines, on m'a dit il faut trouver une autre solution, tu ne peux pas rester là, et c'est trop dangereux pour toi et pour moi. Alors la solution qu'on avait trouvée, c'était que je rejoigne mon frère qui était à Pau. Et ben, j'ai rejoint mon frère à l'époque. Maintenant il fallait des passeurs, hein, parce que la ligne était doublement gardée. À la suite de toutes les arrestations qui avaient eu lieu au mois de juillet, les Allemands ils avaient renforcé tous les passages de la ligne de démarcation. Alors il m'a trouvé un passeur qui m'a emmené jusqu'à Bordeaux. Alors là, arrivé à la gare, évidemment, il y avait pas mal de contrôles de police, donc il se séparait de moi, il m'a dit écoute, voilà ton billet, tout le monde dans un compartiment, moi je vais un peu plus loin, c'est pas la peine, on sera ensemble s'il y a des contrôles. Donc je suis arrivé le lendemain matin à Bordeaux, je suis descendu sur le quai, j'ai vu ce monsieur qui était là, mais il convoyait aussi un petit groupe d'une dizaine de personnes. Oui, ça devait être la même famille. Moi j'étais un peu surpris, hein, parce que je crois que j'étais tout seul avec lui. Alors il a commencé par nous expliquer qu'il avait réservé quelques petits, 2 ou 3 des chambres d'hôtel à Bordeaux, que nous allions prendre un car qui allait nous emmener à la gare routière, et de là on irait jusqu'à Mont-de-Marsan et on passerait la ligne de démarcation dans la forêt des Landes. Alors évidemment, on a passé la nuit à l'hôtel, moi ces personnes ils étaient tous ensemble, moi j'étais tout seul, on ne s'est jamais adressé la parole. Et puis le lendemain, on s'est préparé pour partir, et puis on a attendu pas mal de temps, et ce monsieur n'est pas revenu. Je ne sais pas s'il a dû être financé ou quoi, parce que je pense que s'il avait fait ça que pour de l'argent, ça aurait été différent, parce qu'il y a beaucoup de passeurs qui se faisaient payer puis qui dénonçaient. Lui, il n'est jamais revenu, on n'a jamais su s'il était venu. Alors au bout d'un moment, le groupe de 8 personnes s'est dispersé, ils sont partis. Moi, je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Alors évidemment, vous savez, quand je vous ai dit que j'ai passé toute mon enfance dans la rue, on apprend quand même à se débrouiller. Alors j'ai demandé aux gens dans la rue où était la gare routière. Et là, je me suis présenté et j'ai trouvé un petit minibus où il y a marqué Mont-de-Marsan dessus. Alors là, c'était un monsieur, un particulier, il avait ce minibus qui lui appartenait. Alors les gens qui habitaient à Mont-de-Marsan, il les prenait le matin, il les emmenait à Bordeaux, il y avait à peu près une douzaine de kilomètres entre les deux villes. Et puis il les ramenait quand ils avaient fini, et puis d'autres, selon les horaires qu'il y avait, il faisait que des allers-retours avec des gens qui connaissaient, c'était toujours les mêmes. Alors évidemment, je me suis mis devant la porte du bus. Et au moment de démarrer, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? Tout le questionnaire. Alors, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Alors il m'a dit écoute, t'inquiète pas, tu montes. Moi je suis originaire de Mont-de-Marsan. Les gens du pays là-bas, comme ils travaillaient dans la forêt des Landes, ils connaissaient les passages pour aller en zone sud. Puis il y avait quand même une partie de la forêt qui était en zone occupée, puis l'autre partie qui était en zone libre. Enfin, je crois que les gens de Mont-de-Marsan qui travaillaient, ils avaient des papiers, on appelle ça des osface, pour aller pouvoir aller travailler dans la forêt. Donc j'ai suivi ce chauffeur, il a été voir plusieurs personnes en leur disant est-ce que quelqu'un veut aider cette jeune fille à passer? Enfin finalement elle a parlementé. Ils ont dit non, il n'en est pas question, en ce moment on ne passe pas. Il y en a même quelques-uns à qui on avait retiré les espèces pour pas qu'ils puissent aller travailler. Et en ce moment on ne bouge pas, c'est trop dangereux. Parce que la ligne était doublement gardée. Vous savez, c'était fin juillet, tous les gens qui avaient chapeau raf se précipitaient vers tous ces passages. Et qu'au bout d'un moment, ce brave homme, il ne savait plus quoi faire de moi, puisque personne ne voulait passer. Alors, il y a un jeune homme qui est arrivé, il m'a dit écoutez, moi je travaille dans la forêt. Si vous voulez, je vais vous accompagner jusqu'au bord de la forêt, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer, mais je ne passe pas non plus. Alors je suis parti avec lui, on est descendu dans un fossé.
Et là, il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Alors, il y avait une grande étendue de 300-400 mètres. On apercevait la forêt au moins, et puis les Allemands qui patrouillaient, vous voyez, qui faisaient l'aller-retour au bord de la forêt. Et alors là, il m'a dit que, quand il ferait nuit, bien sûr, que j'avais trouvé, une fois que j'avais fait ce terrain découvert, j'avais trouvé une ligne de chemin de fer désaffectée, avec des wagonnets, qui transportaient le bois. Alors qu'au bout de cette ligne que je devais suivre tout droite, il m'a donné des points de repère en disant qu'à certain endroit j'avais trouvé ceci, qu'il fallait que je tourne à droite dans un sentier. Il m'a donné plusieurs points de repère. Il m'a fait répéter je ne sais combien de fois si j'avais compris ce qu'il m'avait expliqué. Et puis il est parti. Alors j'ai attendu qu'il fasse nuit. Et je calculais parce que je voyais quand même les Allemands le temps qu'ils mettaient pour aller d'un bout à l'autre. Alors, une fois que j'ai bien calculé mon coup, je suis sorti du fossé, j'ai couru. Croyez-moi, à 14 ans, on court vite. Je suis arrivé dans la forêt où effectivement j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer, d'ailleurs qui existait toujours. Et là j'ai commencé à suivre donc tout droit. Alors là, ça ne me posait pas de problème parce que j'avais quand même le repère, suivre la ligne de chemin de fer. Enfin, il y avait quand même le problème parce que il y a toujours de la caillasse ou le chemin de fer, alors j'avais l'impression que tous les bruits se répercutaient. Alors de temps en temps, je sortais de la ligne de chemin de fer pour marcher dans l'herbe, et enfin, ça deviait de ma route, alors je retournais sur cette ligne de chemin de fer, enfin finalement, je suis arrivé au bout de la ligne, qui faisait quand même pas mal de kilomètres. Et puis là, évidemment, j'ai commencé à paniquer, parce que tout ce qu'il m'avait expliqué, je ne connaissais plus rien. Vous savez, quand on panique, on ne aime plus, et j'ai commencé alors tous les sentiers que je pouvais pratiquer, je prenais. Ensuite, je me retrouvais perdu au milieu des ronces, vous savez, dans la forêt. À l'époque, elle était dense, la forêt des Landes. Enfin, finalement, j'ai marché comme ça toute la nuit, sans savoir où j'allais. Et au petit matin, il faisait à peine jour, j'ai aperçu un genre de ferme au loin. Alors, je me suis dirigé vers la ferme. Là, il y a un chien qui a aboyé, et un monsieur qui certainement je suis sorti, me disant qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit dans la forêt, évidemment. C'était pas l'habitude. Alors, je lui dis je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. Alors, elle me dit tu essayais de passer la ligne. Je dis oui. Alors, elle me dit j'étais arrivé à Grenade sur la Loire, qui était en zone libre. J'avais réussi à passer sans m'en rendre compte. Alors, évidemment, il m'a demandé où je voulais aller. Je lui ai dit j'ai mon frère qui est à Pau. Enfin, la géographie de l'époque, je ne sais pas où était Pau. Hein. Alors, il m'a dit écoute, je pense que ça devait faire une trentaine de kilomètres, je crois. Enfin, je ne me souviens plus de la distance. Il m'a dit il y a un car régulier qui fait la ligne, qui attends, on était en zone libre. Il me dit il y a un car régulier qui fait la ligne dans la soirée. Il dit je t'emmènerai jusqu'au car. Hein. Alors, il m'a fait rentrer dans sa ferme. Il m'a nourri, parce que ça faisait déjà 48 heures que je n'avais rien mangé. Ensuite, je me suis reposé. Et au moment de partir, il m'a fait un colis de ravitaillement. Il m'a donné de l'argent. Il avait encore une carriole avec un vieux cheval. Il m'a emmené jusqu'à la ville d'à côté où il y avait le car qui partait. Et là, je suis arrivé à Pau. Alors là, à l'époque, on avait quand même je savais où était mon frère parce qu'on avait le droit à des cartes interzones, c'était des cartes postales préécrites où on pouvait dire bon je vais bien, j'avais l'adresse de mon frère. Alors je me suis présenté à l'adresse, là j'étais un peu surprise parce que comme il était parti avec des militaires, mon frère, quand il y a eu l'exode. Mais alors, Pétain n'avait pas encore donné de loi pour arrêter les juifs français. Mais du fait qu'il était juif, lui, et même malgré qu'il soit militaire, il n'avait pas le droit de rester dans la caserne. Enfin, il restait en contact avec les autres militaires. Alors, il avait loué un genre de petit studio dans la ville de Pau, au 37 rue Carnot, la liste que je mets là. Et là, évidemment, je logeais avec lui. Donc c'est là que je lui prenais des nouvelles de ma belle-sœur, que j'ai su que tout le monde avait été placé. Donc je suis resté avec lui, il avait trouvé du travail, il avait travaillé, et après il me ramenait évidemment à manger.
Et il a dû écumer toutes les bibliothèques de Pau pour me donner de quoi m'occuper. Quand moi, j'ai beaucoup lu. Hein, et il y avait le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas sortir de cette chambre parce qu'on portait le même nom de famille. Lui était français, moi j'étais polonaise. Alors, évidemment, c'était pas. Parce que la police de Pétain patrouillait aussi. Hein. Alors on est resté 3 mois, jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Donc j'étais arrivé fin juillet. Et à ce moment-là, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc les Allemands en représailles ont occupé toute la France. Ils ont supprimé la ligne de démarcation. Ils occupaient toute la France. Et là, c'est à ce moment-là que Pétain a donné l'ordre d'arrêter les Juifs français. Évidemment, on savait très bien ce qui allait arriver. Hein. Alors, mon frère ne voulant pas rester, il avait toujours été en contact avec ses anciens collègues de régiment. Donc, ils ont décidé de franchir la frontière espagnole pour aller rejoindre les forces françaises libres qui étaient en Afrique du Nord. Alors là, il m'a donné tout l'argent qu'il avait disponible en me disant, écoute, je ne peux pas rester tout seul dans cette chambre. Alors il m'a dit, écoute, essaie de trouver une famille, essaie de trouver du travail, moi il faut absolument que je parte. Évidemment, elle a été un peu surprise quand elle m'a vu arriver, quand je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Alors elle m'a gardé, là je ne suis pas resté très longtemps, parce qu'elle avait, par quelle connaissance, il y avait un comité qui s'était ouvert, qui s'appelait le comité Amelot, du long de la rue. Alors eux, ils s'occupaient de placer les enfants, parce que quand il y a eu les premiers rafles, les parents qui étaient étrangers avaient été arrêtés, et les enfants avaient été placés dans les orphelinats. Alors, elle a trouvé l'adresse d'un orphelinat qui se trouvait rue Vauclin. C'était une ancienne école rabbinique qu'ils avaient réquisitionnée, et là ils avaient créé... alors toutes les associations juives, évidemment, ont été supprimées, et il y a une seule association qui a, enfin, sous le couvert des Allemands, qui a commencé à fonctionner, qui s'appelait l'UJIF, voilà, qui était tenue par des Juifs. Alors ils m'ont donné l'adresse de la rue Vauclin où je me suis présenté. Alors évidemment, le directeur m'a reçu, pour mettre à la porte. Alors évidemment, dans la journée, il y avait les éclaireurs juifs qui venaient nous donner un peu d'animation, on avait des cours de français, enfin bref, on était occupés. Alors la nuit, il y avait le problème, c'est que tous les enfants qui étaient dans ces foyers étaient fichés par la préfecture. Alors que moi, j'étais arrivé clandestine. Alors il y avait le problème que, comme quand ils ont commencé à faire des rafles massives, c'était à partir de cette période-là, quand il n'en manque que des effectifs, ils venaient faire des rafles dans les orphelinats. Le directeur me dit tout ça c'est bien, mais tu ne peux pas dormir avec les autres dans les dortoirs s'il y a des rafles. Alors j'étais toujours à la recherche d'une cave, vous voyez, des choses comme ça, pour ne pas être dans les dortoirs. Alors là, je suis resté très peu de temps, peut-être 3 mois, et ils m'ont envoyé dans un foyer qui se trouvait rue Paul Albert. Voilà, c'était un foyer qui avait été créé en 1900 en Russie pour les juifs qui émigraient, qui n'avaient pas de famille. Donc c'était un foyer où ils habitaient. Alors là, je me suis retrouvé dans ce foyer avec tous ces adultes, où il y avait 2 ou 3 adolescents comme moi là. Et là, je venais d'avoir 15 ans. Et le directeur, de temps en temps, évidemment, quand on sortait pour aller faire les courses, on avait toujours cette fameuse étoile. Alors on mettait ou un gilet ou une écharpe pour la cacher. Et quand il y avait des courses à faire, évidemment, c'était les jeunes qui envoyaient. Moi, je peux dire que pendant toute la période 42-43, je n'ai jamais été arrêté par la police. Ils arrêtaient les adultes. Alors là, il m'avait envoyé chercher un paquet dans un magasin à côté de l'hôtel de ville. Alors j'ai pris le métro. Et là, à la sortie du métro, il y avait un contrôle de police. D'habitude, tous les gens qui sortaient du métro, ils présentaient leur papier d'identité. C'était en règle du concept, et les autres, évidemment, étaient mis de côté. Et quand je suis arrivé à la sortie du métro, il y avait un
policier en civil, il y en avait un autre en uniforme, qui a commencé par me demander mes papiers d'identité. Je lui ai dit, écoutez, je vais avoir 15 ans, nous à l'époque on n'avait pas de papier d'identité. Bon, alors comment tu t'appelles? Je n'ai pas voulu dire mon nom. Où j'habitais, je n'ai pas voulu aussi, j'ai fait comme si je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il a commencé par me secouer, il m'a dit, puisque tu ne veux pas répondre, on va t'emmener au commissariat qui se trouvait juste derrière l'hôtel de ville. Alors là, au bout d'un certain temps, évidemment, j'étais pas mal secoué, alors j'ai fini par donner mon nom. Alors, comme ils avaient les fiches de recensement, je suis venu pour être arrêté avec mes parents. Alors là, dans la soirée, il y a un quart de police qui est venu. Évidemment, on m'a mis dans ce quart de police qui a fait le tour de différents commissariats pour récupérer les gens qui avaient été arrêtés. Je me suis retrouvé au camp de Drancy. Voilà, c'était le 25 août 1943. Alors là, au camp de Drancy, évidemment, il y a eu problème, vous savez. Les gens se lamentaient dans ce quart de police et moi j'ai eu une réaction tout à fait différente en disant vous savez, maintenant j'ai fini de traîner la galère, je vais retrouver mes parents. C'est vraiment des illusions. Et puis quand on est arrivé au camp de chute, j'avais à l'entrée, enfin le camp était gardé par la gendarmerie française, et à l'entrée il y avait une parade de fouilleurs. Alors évidemment, obligé de se déshabiller devant des hommes, c'était pas courant à l'époque. Enfin, tout ça, ça a été. Enfin, pour moi, ça a été vite fait. Hein. J'avais juste ma robe et puis mes escadrilles. Hein. C'est ce que j'avais sur moi. Alors là, ils nous ont propulsés dans le dortoir, où là, on a été pris en charge par des femmes qui étaient là depuis 1942. C'était des femmes de prisonniers de guerre, qui étaient encore protégées par la Société des Nations. Elles étaient là avec leurs enfants, ils n'avaient pas le droit de les déporter. Donc quand ils ont pris en charge, enfin ça a été très très rapide, parce que je suis arrivé le 25 août et j'étais désigné pour faire partie du prochain transport qui devait quitter Drancy le 2 septembre 1943. Alors là, évidemment, on se posait des questions parce que parlait de camp de travail, et puis on leur disait, enfin quand même, les trois quarts des gens qui sont là, c'est des femmes, des enfants, des personnes âgées, qu'est-ce qu'ils vont faire dans un camp de travail? Alors les gendarmes pour nous rassurer nous disaient, vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler, le soir, ce sera un regroupement familial. Alors finalement, on est parti donc le 2 septembre au matin, sur la gare de Bobigny. Alors c'était la première fois, je crois qu'avant, ils partaient d'une autre gare, je sais pas, de quelle gare? La gare du Bourget de Drancy. Ils partaient de la gare du Bourget, et là, c'était le premier transport qui partait de la gare de Bobigny. Alors là, il y avait un train qui nous attendait avec des centaines de wagons à bestiaux. Et là, ils nous ont propulsés là-dedans avec 50 personnes, propulsées les unes contre les autres, entre les vieillards, les femmes qui venaient d'accoucher avec des familles nombreuses. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. Alors, ils nous ont mis un seau avec de l'eau pour boire, et ils ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Le train est parti. Alors, vous savez, c'est difficile de vous raconter dans quelles conditions on a pu voyager, parce que le premier jour, évidemment, vous aviez les bébés qui hurlaient, les personnes âgées qui ne pouvaient pas être comprimées comme ça, alors, qui tombaient par terre. Vous aviez tous ces enfants qui ne pouvaient pas respirer, alors il y avait quand même des hommes avec nous qui les prenaient, parce qu'on avait une petite lucarne grillagée, qui prenaient les enfants chacun leur tour pour les faire respirer. Enfin, ça a été épouvantable. La première nuit, la deuxième nuit, ça a encore été pire, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, et puis ce fameux tonneau, il y avait une femme qui avait une couverture qui avait essayé de le camoufler pour faire nos besoins, et dans quelles conditions. Enfin, finalement, dans la nuit, le tonneau a fini par se renverser. On a voyagé comme ça pendant 3 jours. Et là, quand le train s'est arrêté, c'est beau. Quand le train s'est arrivé, évidemment, les portes se sont ouvertes. Et c'est là qu'on
on a vu arriver des Allemands, on a vu arriver des capots. Et alors, évidemment, pour aligner tous ces gens, vous savez, dans un wagon à vaisseau, il n'y a pas de marchepied. Hein. Alors, vous savez, à coup de matraque, les premières personnes ont commencé à tomber, mais enfin, les Allemands étaient très bien organisés pour aligner tout le monde sur les quais. Et là, on a pu arriver, ce qu'on a su par la suite, ce qu'on appelait les Anders commandos. Alors, c'était des déportés aussi, avec des pyjamas rayés. Et alors, vous savez, une fois qu'on a été alignés, vous aviez beaucoup de femmes qui avaient un bagage à main, vous savez, première nécessité. Vous avez ordre déjà de récupérer les bagages à main. Alors, ils passaient dans les rangs, ils n'avaient pas le droit de nous parler. Enfin, furtivement, ils nous disaient, ne prenez pas d'enfants avec vous, laissez-les aux personnes âgées. Bon, on ne comprenait pas parce qu'il y avait des femmes qui avaient plusieurs enfants, mais on prenait toujours un ou deux pour les soulager un petit peu. Enfin, ils insistaient en disant, ne prenez pas d'enfants. Finalement, ils ont récupéré tous les bagages. Ceux qui étaient dans les wagons, ils ont sorti les personnes qui étaient mortes aussi, puis finalement, ils ont fini leur travail et ils sont partis. Et là est arrivé un Allemand avec un haut-parleur. Alors ce quai, c'est un quai en béton immense dans la nature, hein, il n'y avait rien autour. Alors là, les Allemands, ils avaient appelé ce quai la Judenrampe, la rampe des Juifs. Et alors, cet Allemand est arrivé avec un haut-parleur en disant les femmes, les enfants, les personnes fatiguées, le camp se trouvant à quelques kilomètres, parce que sur le quai, sur la gauche du quai, il y avait ces camions qui stationnaient avec des camions sanitaires et une croix rouge. Alors cet Allemand avec le haut-parleur en disant les femmes, les enfants, les personnes fatiguées peuvent monter dans le camion, le camp est à quelques kilomètres, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Donc vous avez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans les camions, qui ont continué à stationner. Et puis nous ont fait mettre tout un groupe de femmes, pratiquement 200 femmes, ils nous ont fait aligner une par une. Et à l'autre bout du quai, il y avait 3 Allemands qui étaient là. Il y en avait un qui avait un chien, l'autre je pense qu'il était au milieu, et il y en avait un qui avait une badine à la main et qui faisait la première sélection. Alors on défilait une par une, il nous regardait de pied à la tête, et avec sa baguette, il faisait un signe à droite, un signe à gauche. Alors, il y avait une file de droite, une file de gauche. Alors la file de gauche a été envoyée vers les camions qui stationnaient encore, et les camions sont partis, et nous on est partis à pied en direction du camp de Birkenau. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu le grand portail d'entrée dans l'allée centrale. Alors là, il y avait les capots avec les batates, parce que la spécificité du camp de Birkenau, c'est qu'on ne fallait pas marcher, il fallait toujours courir, il fallait être en mouvement. Alors évidemment, on a commencé à courir dans cette allée centrale qui n'en finissait plus, et puis on voyait cette fumée dans tout le camp, et au camp de Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui avait 50 plus que moi. Marie, elle avait 20 ans. Alors, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, on nous a parlé d'un camp de travail, ça doit être des usines. Oui. C'était pas des usines. En tout cas, pas pour travailler. Alors, finalement, on est arrivé, au bout d'un moment, devant un bâtiment, où là, on nous a demandé de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors nous, on a pris une douche froide, évidemment, hein, sans serviette ni savon, parce que tous les bagages étaient restés sur le quai. Et puis, une fois que la douche a été terminée, on nous a mis dans un bâtiment annexe, où il y avait des grandes tablées, avec des hommes derrière, enfin, ils étaient avec toujours leur uniforme rayé, enfin, ça devait être des droits communs, c'était pas des juifs. Alors ils ont commencé par nous raser entièrement, et nous ont tatoué un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité, et que dès l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Alors, vous savez, quand vous ne parlez pas l'allemand, c'est pas évident, hein. Enfin, tout ça étant terminé, on a fini par leur demander les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver. Alors là, en quelques heures, on a eu l'explication comment fonctionnait le camp.
Alors les camions arrivaient directement devant les fameuses douches. Alors là, c'était un bâtiment spécial qui était carrelé tout en blanc. Et il y avait, soi-disant, des porte-manteaux numérotés. Et pour ne pas paniquer les gens, parce que vous savez, quand on voit les documentaires, on voit les gens qui attendent tranquillement sans être paniqués. Pour ne pas paniquer les gens, ils leur disaient retenez le numéro du porte-manteau, comme ça en sortant de la douche, vous récupérez vos vêtements. Les gens patientaient tranquillement avec leurs enfants, tout ça, pour aller dans ces fameuses douches. Malheureusement, quand ils rentraient dans la douche, là, c'était plus la douche, c'était la chambre à gaz. Alors évidemment, 650 personnes. Ça devait faire une grande pyramide. Alors les Allemands montaient sur les toits qui étaient grillagés. Ils avaient des masques à gaz, ils ont envoyé ce fameux gaz. Évidemment, ceux qui étaient en haut de la pyramide, ils étaient asphyxiés très rapidement, mais les autres, ça devait durer je ne sais pas combien de temps. Alors ils nous racontaient tout ça, et puis en plus de ça, ces fameux commandos, le Sonderkommando, venaient ouvrir les portes. Alors évidemment, ils laissaient évacuer un petit peu le gaz. Ensuite, ils sortaient les corps, ils les emmenaient au crématoire. Alors vous savez, nous, ce mot crématoire, on n'en avait jamais entendu parler. Même parce que c'est ni si ça existait avant la guerre. Alors je me demandais, mais je sais quoi un crématoire? On m'a répondu, c'est comme un four de boulanger. Ça, vous l'avez su quand vous étiez dans le camp? Ouais. On n'était pas encore dans les baraques, on était encore avec... Et vous l'avez su d'emblée? Ah oui, tout de suite. Ah, ça, on a eu le fonctionnement du camp par tous ces hommes qui étaient là, qui nous racontaient, en nous disant, vous ne faites pas d'illusions, vous êtes entrés par la fenêtre, par la porte, vous en sortirez par la cheminée. Quand vous pourrez travailler, vous travaillerez. Le jour où vous ne pourrez pas travailler, vous finirez comme les autres. Ici, il n'y a aucun moyen de survie. Ça peut être de quelques jours, de quelques mois, de quelques semaines, enfin bref, tout ce qui se passait dans le camp. Et puis, une fois que tout ça a été terminé, on nous a envoyés vers les fameuses baraques que vous avez dû voir là, avec le mot qui faisait, je crois, 800 mètres de long. Alors là, évidemment, il y avait ce qu'ils appelaient les koyas, vous savez, les espèces de cages à poules. Alors, celle du bas était en béton, les deux autres étaient en bois. On ne pouvait pas rester assis parce qu'il n'y avait pas la hauteur. Alors là, évidemment, toute la nuit, on entendait hurler et tout. Et le matin, on avait l'appel. Alors là, il y avait des chaînes de bloc qui avaient une petite pièce à part, qui venaient à coup de matraque nous faire sortir pour aller à l'appel. Alors, il fallait déjà faire le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit, pour les aligner devant les baraques, parce qu'il fallait qu'elles soient comptabilisées aussi, parce que si on était rentré à 800 dans la baraque, il fallait qu'ils retrouvent les 800 personnes mortes ou vives. Alors, vous savez, les appels duraient pendant des heures, hein, parce que pour comptabiliser le nombre de baraques, vous avez vu, à Birkenau, ça fait à peu près 175 hectares, hein, il y avait des centaines et des centaines de baraques à comptabiliser. Alors au mois de septembre, il fait encore beau. Bon. Alors évidemment, celles qui tombaient, on n'avait pas le droit de les ramasser. Et puis celles qui ne sortaient pas des baraques à l'appel, si qu'elles ne pouvaient pas les travailler, l'après-midi, il y avait la charrette qui passait, qui les emmenait directement au crématoire. Alors finalement, après, une fois que l'appel était terminé, on allait à la cuisine chercher le liquide qui nous servait de café. Alors là, on avait le droit à un bol de liquide. Ensuite, on avait une tranche de pain et un petit carré de margarine. Et comme on venait d'arriver, il y avait ce qu'ils appelaient la quarantaine. Alors, ils nous emmenaient sur un chantier pour faire des tas de pierres, de grosses pierres qu'il fallait transporter d'un endroit. L'autre endroit était peut-être à 200 ou 300 mètres, il fallait déposer la pierre, il fallait leur poser une autre. Enfin, vous voyez, on faisait ça 12 heures par jour. Alors là, ça c'était la quarantaine. Enfin, je suis incapable de dire combien de temps ça a duré, mais pas très longtemps. Et après, on a été désignés donc pour aller travailler dans les commandos extérieurs. Comme on venait d'arriver, on était relativement en bonne santé. Alors là, ils nous fournissent. Alors, quand le matin, on avait donc, après le café, on avait le droit à une tranche de pain et un petit carré de margarine.
Et là, on sortait du camp, et quand on sortait du camp, on était encadré par deux SS qui avaient leur logement de fonction dehors du camp. Et là, on est arrivé sur un chantier qui était à peu près à 1 kilomètre du camp. Et là, on nous a fourni des brouettes en bois, on appelait ça des tragues, des grandes brouettes en bois avec 2 manches devant et 2 manches derrière. Et il fallait mettre des matériaux de construction dedans, c'est-à-dire des planches de bois, enfin, tous des matériaux de construction qu'il fallait ramener au camp. On faisait ce trajet 12 heures par jour. On vidait la brouette, on revenait. Alors, ces matériaux de construction devaient servir, parce qu'ils voulaient agrandir le camp, parce que à partir de 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Vous avez le transport qui arrivait de l'Europe entière. Alors là, ils avaient décidé de faire une nouvelle parcelle dans le camp, qui devait s'appeler Mexico. Bon, enfin, ça n'a jamais eu lieu, hein, ils n'ont pas eu le temps. Enfin, nous, on faisait ce trajet 12 heures par jour. Évidemment, le soir, on traînait les gens qui pouvaient plus marcher. Et il y avait toujours, alors là, on rentrait par une petite porte de côté, hein, on ne rentrait plus par l'entrée principale. Et là, à l'entrée, il y avait toujours cet Allemand qui faisait la sélection. Alors, évidemment, toutes ces femmes qu'on traînait, elles étaient mises de côté. Et puis nous, puis souvent, même cet Allemand qui était à l'entrée du camp, des fois, il ne regardait même pas, il tournait la tête, c'était Savadi qui bougeait. Alors même si on était encore en état de travailler, des fois, on ne savait même pas de quel côté on allait être, si on était dans la bonne file. On savait que ces femmes qui étaient mises de côté, elles commençaient à hurler, parce qu'elles savaient qu'elles allaient directement au crématoire. Alors, vous savez, c'était l'angoisse tous les soirs quand on rentrait en disant de quel côté on va être. Enfin, on s'installe dans l'horreur du camp, on commence à s'organiser. Alors après, il y avait la soupe. Il fallait aller chercher à la cuisine quand on rentrait le soir. Alors évidemment, on n'avait pas de cuillère, on n'avait rien quand on est arrivé. Alors ils nous avaient donné une gamelle, un genre de petite cuvette en ferraille tout trouillée. Et là, c'était les chefs de bloc qui distribuaient la soupe. Alors évidemment, il y avait le liquide, il y avait quelques légumes. Et on se regardait parce qu'on n'avait pas de cuillère. Alors comment on fait pour manger à 4 dans une gamelle quand on n'a pas de cuillère? Alors on regardait les autres femmes comment elles faisaient. Alors elles se passaient la gamelle pour boire le liquide. Et puis après, avec les mains, ramassaient chacune leur tour quelques légumes qui traînaient dans le fond de la gamelle. Et là, vous aviez les Allemands, les Capots au loin, qui ricanaient en disant, regardez, les Juifs, ils se comportent, les chiens se comportent mieux qu'eux, regardez, c'est pas des êtres humains. Enfin, vous voyez, en dehors de tous les sévices, on avait encore le droit à cette forme de désillumination, vous savez, de nous réduire à l'état de bête. Et puis, ceux qui lui servaient la soupe arrivaient dans le fond du tonneau. Et par sadisme, ils retournaient le tonneau dans la neige. Alors évidemment, tout se répandait, les légumes et tout. Alors vous aviez des centaines de femmes qui s'accroupissaient par terre pour récupérer quelque chose. Alors nous, notre groupe de Françaises, on se dit, bon, on s'était donné beau, comme on était sûr plus comment fonctionnait le camp, qu'on s'en sortirait pas, on s'est dit on va pas se donner en spectacle à un jour près. Quand on se couchait le soir, on ne savait pas si on se réveillait le lendemain, on se disait on va pas se donner en spectacle. Et là, bon, tout ça, ça se passait comme ça. Et puis le soir, après, on avait le droit d'aller dans les fameuses baraques qu'on appelait les latrines. Alors je ne sais pas si vous avez vu, là, avec des centaines de trous qui étaient creusés. On avait appris dans ces baraques, excusez-moi l'expression, radiochute, ça portait bien son nom. Hein. Mais alors là, on avait l'opportunité de rencontrer les personnes des autres baraques, parce que quand on allait travailler, on avait la baraque et le commando qui correspondait. On ne connaissait pas, dans les autres baraques, on ne connaissait pas les gens. Enfin, vous savez, il y avait quand même beaucoup de bruit qui courait, parce qu'à chaque fois qu'on annonçait un transport qui arrivait de France, évidemment, tout le monde s'est précipité dans ces latrines. C'était le seul endroit où on pouvait se rencontrer. Et là, on est arrivé en décembre 1943. C'était le premier hiver.
Et sur les 106 femmes, on était déjà plus que 50. Il y en a à peine 3 mois de temps. Et là, on est arrivé donc en décembre 1943, dans ces fameuses latrines. Et là, tout à fait par hasard, j'ai retrouvé ma sœur. Vous voyez, j'ai retrouvé, c'est elle qui m'a reconnu, parce que moi je ne l'ai pas reconnue. Hein. Alors évidemment, les retrouvailles ont été assez pénibles, parce qu'elle ne s'attendait pas à me voir arriver là, parce qu'elle avait su, avant d'être arrêtée, elle avait su que j'avais été rejoindre mon frère à Pau. Donc, alors évidemment, les retrouvailles ont été assez difficiles. Alors, elle m'a demandé, alors je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors elle, quand il y a eu la rafle du Veldiv, elle avait été chez une de mes tantes qui habitait dans les Hauts de Belleville. Et elles étaient parties, toutes les deux, elles étaient parties chez les amis à ma tante qui habitait à Montfermeil en banlieue. Elles y étaient restées jusqu'au mois de novembre. C'est-à-dire, alors là, en juillet, au mois de novembre, elles se sont dit que Paris, ça doit être calmé. Elles sont venues avec ma tante pour prendre quelques affaires dans l'appartement de ma tante. Et effectivement, en sortant ensuite dans la rue, elles ont été arrêtées. Elles ont donc été arrêtées au mois de novembre 1942. Et elles ont été déportées le 8 février 1943. Vous voyez le calcul, à peu près, ça faisait pratiquement 8 ou 9 mois que ma soeur était là-bas. Pour vous dire, alors elle, la chance qu'elle a eue, si on peut dire, elle n'a jamais travaillé à l'extérieur, parce qu'à l'époque, ils avaient ouvert des grandes baraques pour faire de la couture. Donc elle a toujours été à l'abri des intempéries. Alors évidemment, quand elle m'a demandé où je travaillais et que je disais que je travaillais à l'extérieur, je savais très bien qu'on ne pouvait pas tenir en hiver, c'était le premier hiver. Et là, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme qui avait été déportée de Belgique, voilà, qui elle travaillait dans les bureaux, elle avait comment on appelle ça, elle avait les fichiers elle parlait plusieurs langues, elle avait les fichiers de pratiquement tous les commandos, et elle, évidemment, elle a sauvé pas mal de gens, là. C'était vraiment une héroïne. Et alors elle a réussi à nous faire sortir du commando extérieur avec Marie, avec mon ami Marie, on ne s'est jamais quitté. Et on est rentré travailler à l'intérieur du camp, dans une baraque où on faisait, ça s'appelait ça la Vébéra, c'était une baraque de tissage. On faisait du tissage, on nous fournissait des matériaux, des bandes de tissu, des bandes de fil de fer, enfin, pour faire des cordes très très serrées. Alors on avait comme objectif, il fallait faire à peu près 12 mètres par jour. Alors sans bouger, hein, sans rien. Et le soir, il y avait la capo qui mesurait pour voir si on avait fait notre métrage. Et ceux qui n'avaient pas réussi à le faire, ils les faisaient sortir dans la neige pour leur faire faire des pompes dans la neige. Je me disais qu'il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Hein. Enfin, finalement, ça va pas comme ça dans l'horreur du camp. Et puis, tous les matins, moi, disons qu'entre l'appel, entre tout ce qu'on avait à faire le matin, j'avais toujours 5 ou 10 minutes de liberté. J'allais voir ma soeur dans sa baraque et je voyais dépérir de jour en jour. Elle avait été mordue par un chien, elle avait des plaies ouvertes partout. Et puis, arrivé au début février-mars, j'arrive dans la baraque où elle était, et elle n'était pas là. Alors je demande aux autres femmes, mais ma soeur, elle est où? Alors ils m'ont dit, elle n'a pas pu se lever, elle était envoyée au Révire. Le Révire, c'était l'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. Alors je me suis précipité là-bas, et j'ai trouvé ma soeur allongée sur une paillasse. Alors, je lui ai dit, écoute Fanny, je vais t'aider, je vais aller chercher quelqu'un, on va t'aider, tu vas sortir à l'appel. Alors elle m'a dit, écoute, c'est pas la peine, moi j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, parce que ça faisait pratiquement 1 an qu'elle y était. Elle dit, moi j'ai essayé de tenir jusqu'au bout, maintenant je suis au bout du rouleau, j'irai pas plus loin. Elle me dit, toi t'es jeune, t'as l'air de tenir le coup. Elle me dit, tu me promets, si un jour tu as une chance de rentrer en France, de raconter ce qui nous est arrivé, puisqu'on a pu supporter tout ce que les hommes ont été capables de nous faire. Et ben, 10 fois, elle s'est soulevée, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit, tu me promets, tu me promets. Et puis elle est retombée, et je suis parti, je lui ai dit, je suis prêt. Et
puis elle est partie. Alors là, c'était la catastrophe. Quand je suis revenu le soir, elle n'était plus là. Mais vous avez tenu votre promesse. Vous avez tenu Oh, votre mais promesse. il a fallu des décennies. Hein. Alors évidemment, heureusement qu'elle est mariée, on avait quand même une petite forme de solidarité, mais enfin à 2 ou 3, pas plus, hein, on n'avait pas grand-chose à partager. Alors évidemment, quand il y en avait une qui flanchait, ben, l'autre lui remontait le moral, et puis on sentait déjà que le camp, à partir de 1944, le camp commençait déjà à fonctionner différemment. Et alors, au bout d'un moment, ils nous ont quand même fait sortir, donc ça devait être au début mars, ils nous ont fait sortir du camp pour aller récupérer les rails qui étaient vous savez, le quai qui arrivait là. Il fallait récupérer les rails pour les mettre devant l'entrée du camp. Et les rails devaient arriver jusque devant les champs à gaz, et ça c'était pour les prochains convois qui devaient arriver de Hongrie. Alors, évidemment, ce travail, on ne l'a pas fait très longtemps. On faisait une journée, on était remplacé par les autres. Enfin, finalement, le travail a été terminé. Et là, évidemment, on a commencé à voir arriver le convoi des Hongroises. Oui. Des Hongroises, alors évidemment, là, ça a été une véritable hécatombe. Parce que là, les trains arrivaient directement devant les champs à gaz. Ils n'avaient plus besoin de transport. Oui, on l'a vu ça. On nous a montré tout le chemin qui avait été construit par la suite. Oui, oui. Et puis, petit à petit, on voyait beaucoup de gens qui partaient. Il y avait des années-vues. Il y avait quand même des tas de choses qui changeaient dans le camp. Et les convois qui arrivaient à partir de 1944, toute l'Europe, si vous voulez, on savait que les Allemands reculaient de partout. Alors vous aviez déjà des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors vous avez pratiquement beaucoup de convois qui sont arrivés à partir de 1944, qui restaient 2 ou 3 mois à Auschwitz, et ensuite étaient envoyés dans ces usines d'armement, particulièrement en Tchécoslovaquie, où là, évidemment, la chance qu'elle savait, c'est que les contremaîtres étaient des civils, ils dormaient dans les dortoirs. C'était pas la vie de rêve, mais par rapport à Auschwitz, c'était quand même... D'ailleurs, je disais, 80% des personnes qui sont revenues, c'est les gens qui ont eu de la chance d'être envoyés dans les usines d'armement. Et puis nous, avec Marie, on a continué à rester sur place, à retravailler. Alors petit à petit, évidemment, ça devenait de plus en plus dur. Alors vous aviez, par exemple, le dimanche. Le dimanche, c'était jour de congé. Alors, jour de congé, on n'allait pas travailler. Alors, les capots, enfin, les chefs de bloc, elles désignaient quelques personnes pour les corvées à l'intérieur du camp. Alors, une semaine, la corvée, elle lui donnait des grandes louches, et il fallait vider les trous, des latrines. Alors, on avait creusé des tranchées, et ça, c'était le jour de repos. Et 15 jours après, alors là, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des machines de désinfection. Mais en 1943, les machines de désinfection étaient en plein air, il n'y avait pas de baraque de construite. Alors ça fait qu'il fallait qu'on sorte les paillasses, les couvertures, nos vêtements, tout ça, ça partait à la désinfection. Et nous, on restait toutes nues à la pelle sans bouger en attendant que les vêtements reviennent. Alors là, nous nous sommes retrouvés dans le camp de la Belsen, qui était un véritable mouroir à ciel ouvert avec des épidémies de typhus. On ne pouvait même pas rentrer dans les baraques qui étaient recouvertes de personnes qui étaient moribondes. Et Marie est rentrée avec vous à Paris? On a été les deux seules survivantes. De votre convoi? De notre convoi. C'est quand même une preuve de jolie amitié, quand même. Ah oui. S'il y a une jolie chose. On n'en était pas encore là. Bah oui, j'imagine. Alors finalement, à Bergen-Belsen, on a laissé très peu de temps, parce que les Allemands venaient toujours chercher de la main-d'œuvre, parce qu'évidemment, au fur et à mesure qu'ils reculaient, alors, disons que les Russes, une fois qu'ils ont libéré par hasard le camp de Birkenau, le camp de Auschwitz, avançaient très vite.
Alors, il y avait encore des entreprises qui venaient, du camp de Bergen-Belsen, nous sélectionnaient une centaine de femmes pour aller travailler dans les usines d'armement dans le sud de l'Allemagne. Alors là, ils nous ont mis de nouveau sur des lignes de chemin de fer, parce que le transport des Juifs était prioritaire. Hein. Alors ils ont mis de nouveau sur les lignes de chemin de fer. Vous avez les Russes qui avançaient vite, qui bombardaient les lignes de chemin de fer d'un côté, vous avez les Alliés qui bombardaient de l'autre, et nous, on était enfermés dans les wagons en disant maintenant c'est la fin de la guerre, on va mourir enfermés dans les wagons. Alors ils nous ont mis sur une boîte de garage, le temps qu'ils réparent les rails, et le train est reparti. Et on est arrivé au camp de Flossenburg, dans le sud de l'Allemagne, et là on est arrivé dans une annexe, où ils nous ont envoyé travailler ils avaient construit les derniers mois des usines souterraines. Alors, ils nous ont envoyé travailler dans ces souterrains, enfin on a à peine travaillé 2 semaines, hein, pas plus, comme le portail était ouvert. On est sortis et puis les 3 femmes nous ont suivis. Et là on a longé un sentier sur le bord du Danube. Alors, je peux vous dire que le Danube n'est pas bleu, hein, ça c'est une légende. On a marché pendant, incapable de vous dire l'adieu du temps qu'on a dû marcher sur ce sentier. On est arrivé dans une clairière où il y avait un grand bâtiment. C'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés au front. Et devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui travaillaient dans ce couvent comme aide-soignants. Enfin, ils s'occupaient des jardins, enfin, ils travaillaient là. Alors, ils étaient devant la porte, parce qu'au loin, on apercevait une nationale avec des engins militaires, mais vous savez, un engin militaire qui est camouflé, on ne sait pas à qui il appartient, mais enfin. Alors, je l'ai coupé malheureusement parce qu'on a un timing à respecter et je devais libérer la salle, mais je vous conseille le livre La petite fille du passage Mons, qui vous permet d'avoir la fin de l'histoire, parce que quand elle arrive à l'hôtel Lutetia, vous verrez que l'accueil n'est pas tout à fait celui qu'on espérait et qu'elle a encore subi pas mal de choses. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Et je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Esther.